Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 8h16 sur BFM Business. Alors le Brexit, cet accord conclu jeudi dernier, juste avant Noël, le 24 décembre, entre les Européens et le Royaume-Uni. On va en parler quelques instants avec un observateur avisé. C'est Enrico Letta qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Enrico Letta. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, président de l'Institut Jacques Delors. Doyen de la Paris School of International Affairs à Sciences Po Paris, président bien sûr du Conseil italien d'avril 2013 à février 2014. J'ai une première question à vous poser. Est-ce que l'Européen convaincu que vous êtes a cru à un no deal? Est-ce que vous avez cru que le scénario catastrophe pouvait arriver entre les Britanniques et les Européens? Franchement, j'ai cru ça avant les élections américaines. C'est-à-dire, j'ai cru que ça pouvait passer à la catastrophe avec Trump aux États-Unis. C'est-à-dire, il aurait pu être un grand allié d'un no deal. Il aurait pu aider les Britanniques à être plus durs de ce qu'ils ont été à la fin. Je crois que la victoire de Biden a beaucoup aidé. Biden n'a rien fait, mais le fait d'être là et d'avoir toujours été contre le Brexit a sûrement aidé à trouver à la fin une solution positive. Donc après le 4 novembre, j'ai pensé que ça aurait été un happy end. La victoire de Biden et puis peut-être ce qui s'est passé très récemment, c'est-à-dire l'apparition de cette nouvelle souche du coronavirus en Grande-Bretagne, qui a peut-être effectivement, on a vu effectivement ces images qui ont impressionné, ces entassements de ces camions à la frontière qui ont donné peut-être une idée un peu prémonitoire de ce que serait le Brexit. Peut-être que ça aussi, et la crainte de ce que ça pourrait avoir sur le plan économique a fait basculer Boris Johnson finalement. Oui, vous avez raison. Ça a été un cadre et des images qui naturellement ont aidé. Mais je pense que c'est quelque chose à la fin de très positif pour tout le monde. Donc c'est une victoire de tous, de l'Europe, du Royaume-Uni. À la fin, c'est une victoire de l'Occident, si je peux me permettre de dire ça, parce que l'Occident qui était, il y a 3 mois, c'était Trump, c'était le Brexit dur. Aujourd'hui, on est un peu plus tous ensemble. Il y a une question que j'ai envie de vous poser, Enrico Letta, c'est qu'on a vu, et vous allez, je pense, être d'accord avec moi, l'Europe ne pas fléchir finalement pendant 4 ans et demi, rester ferme dans ce dossier face à des adversaires redoutables, que ce soit Theresa May et Boris Johnson. Il y avait l'idée que les Européens voulaient faire passer le message pendant très longtemps qu'il fallait être ferme parce qu'il fallait montrer que quitter l'Europe, ça se paye, ça a un coût. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe a réussi à faire passer ce message, notamment à ces partis populistes qui prospèrent ici ou là finalement? La chose qui m'a le plus frappé, c'est qu'à la fin, surtout à la fin, les plus durs contre le Brexit et tout ce qui s'était passé, c'était les pays comme le Danemark ou les pays scandinaves qui étaient supposés être les amis des Britanniques. En vérité, je pense que la méthode de Michel Barnier, qui est le grand vainqueur de cette affaire, a gagné. C'est-à-dire une méthode de patience, de ne pas se faire prendre jamais la main par un mot de populisme, un mot de vengeance, un mot de chercher l'éclat médiatique. Il a toujours évité de se mettre sur le même niveau de Boris Johnson ou des pires Brexiters. Et à la fin, ça a marché. Et donc, ça a eu soit l'effet de dire à tous les pays européens c'est mieux de rester à l'intérieur. Et en même temps, ça a donné la possibilité de gérer quelque chose qui pouvait être catastrophique, qui a eu et a donné des problèmes, mais qui aujourd'hui semble être gérable. Mais est-ce que vous pensez que ça a freiné les velléités de certains en Europe qui s'interrogeaient sur l'opportunité de quitter l'Europe, finalement? Franchement, je n'ai jamais pensé qu'à part le Royaume-Uni, quelqu'un d'autre pouvait imaginer. Le Royaume-Uni a toujours eu un espèce de statut spécial. Certains pays d'Europe de l'Est, notamment, vous savez, qui ont des propos très acérés contre l'Europe, très régulièrement, Enrico Letta, quand même, non? Oui, mais vous savez, je pense que l'exemple de la pandémie a été très important. Grâce au Brexit, et je pèse mes mots, grâce au Brexit, on a eu la possibilité de faire en termes de relance européenne ce que, avec les Britanniques on board, ça aurait été impossible de faire. Imaginez-vous le plan de relance, le Next Generation EU, approuvé avec Boris Johnson autour de la table. Ça aurait été impossible. Donc, les gens ont aussi vu que Brexit, c'est quelque chose qui commence à être positif pour tous les Européens. On dit que l'Europe, elle avance finalement, elle franchit des étapes quand elle est acculée dos au mur, que la crise est là. Est-ce que vous vous dites que
malgré la crise, la sévérité de la crise, l'Europe a mûri sur cette histoire. Oui, Entre la crise économique et le Brexit, évidemment, est-ce que l'Europe a mûri pour vous, concrètement? L'Europe a beaucoup mûri, surtout l'Europe a fait des pas qui auraient été impossibles d'imaginer qu'elle le fasse. Si au mois de février, on nous avait dit on va faire le Corona Bond, on va faire la taxation des GAFAM, on va faire tout ce qui est aujourd'hui sur la table, un budget qui est le double du normal, de la normale pour l'Europe, c'est quelque chose d'énorme. Donc oui, l'Europe a fait des grands pas en avant, et le fait de faire ça pendant les crises est aussi lié au fait que les gens se méfient un peu et se méfient de leurs dirigeants. Ça, c'est un peu la tradition de cette période. Donc ils ont besoin de voir une situation de grande difficulté et de voir l'Europe donner des réponses à cause des difficultés. Quand ils voient ça, alors il y a la substance, il y a le consensus pour faire des pas en avant, pour comprendre que si on se met ensemble, c'est pas parce qu'on veut effacer l'État-nation, mais on fait ça ensemble parce qu'on ne pourrait pas le faire tout seul. Ça, c'est la différence essentielle. Et vous dites que l'Europe, elle doit profiter justement de cet élan pour avancer encore plus vers plus d'intégration. Est-ce que vous dites que le moment est propice pour avancer? Mais avancer vers quoi exactement, Enrico Letta? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant en Europe? Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la phrase de Jacques Delors, l'Europe va être une fédération d'États-nations. Donc, il n'y a pas à effacer l'aspect national de chaque État, de chaque participant, mais il faut faire une fédération d'États-nations. Et aujourd'hui, il faut faire des pas en avant sur le concret. Je vous ferai un exemple. Tous les citoyens européens, les entrepreneurs européens ont compris pendant cette période, par exemple, qu'avoir des paradis fiscaux à l'intérieur de l'Europe, c'est négatif pour tous. Faire en sorte que l'harmonisation fiscale, qui avait toujours été bloquée par les Britanniques, se fasse aujourd'hui que les Britanniques ne sont plus là, c'est quelque chose de positif pour les gens. Vous voyez, je pense qu'il faut avancer sur des choses très concrètes, comme l'Europe de la santé. Les gens, au mois de février, se sont dit, mais que fait l'Europe pour la pandémie? L'Europe ne pouvait rien faire parce qu'elle n'avait pas de compétences que les États ne lui avaient pas voulu donner sur la santé. Aujourd'hui, on peut faire un pas en avant sur ça aussi, et c'est en faveur de la vie concrète des gens. Est-ce qu'on peut faire encore beaucoup de pas en avant alors qu'on sait qu'un peu partout en Europe, les plans sociaux vont se multiplier, que le chômage va grimper? Est-ce qu'il y aura encore le temps pour ces sujets-là? Et puis certains disent, regardez ce qui va se passer dans un an, il y aura des élections législatives en Allemagne à l'automne 2021 et on nous resserre un peu la même chose tous les 4 ans, à savoir qu'il ne peut rien se passer entre 6 et 12 mois avant les élections allemandes. Est-ce que vous voyez ça effectivement comme un frein potentiel à l'avancée concrète de dossiers en Europe finalement? En vérité, cette année, ça va être des élections particulièrement importantes, soit en Allemagne, soit en France. N'oublions pas qu'il va y avoir à 8 mois de différence l'Allemagne et la France. Et ce sont deux systèmes dans lesquels la France, à cause du système présidentiel, l'Allemagne, à cause du fait qu'après quasi 20 ans, Merkel va quitter. Et donc, ce n'est pas une élection comme les autres. Ça va être un changement radical. On n'a aucune idée de qui sera son successeur en tant que leader du parti chrétien-démocrate, et on n'a aucune idée de qui sera son successeur à la tête du gouvernement allemand et avec quelle coalition. Donc, vous voyez, ça va être probablement la plus importante élection allemande, au moins depuis une vingtaine d'années. Élection très importante. Vous parliez tout à l'heure de Joe Biden. Vous disiez effectivement, il n'a rien fait en faveur de Boris Johnson, évidemment. L'élection de Joe Biden est-elle vraiment une chance pour l'Europe, pour vous? Ou alors est-ce que vous vous dites que finalement, que ce soit Trump, que ce soit Biden, ça fait bien longtemps de toute façon que l'Amérique ne prête plus vraiment attention à ce qui se passe en Europe? C'était déjà le cas sous Barack Obama. Vous dites on va être dans le même esprit avec Joe Biden ou pas finalement? Moi, je suis parmi ceux qui pensent que le changement va être radical. Je sais que je vois, en travaillant et en vivant en France, que en France surtout, il y a un beau clivage entre les deux thèses. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'à la fin, Trump-Biden, c'est une question seulement de courtoisie en plus, mais les arguments sont les mêmes. Moi, je pense pas ça. Je crois qu'on l'a vu déjà avec le Brexit. Avec Biden, ça a tout de suite été une autre chose. On va le voir, je pense, sur la question sécurité, protectionnisme et surtout sur les accords de Paris sur le changement climatique. En général, le multilatéralisme va avoir une nouvelle opportunité et je souligne le fait que le G20 en 2021 sera présidé par l'Italie, donc un pays qui est
un phare du multilatéralisme depuis toujours et qui va faire tout le possible pour que la rencontre, la première qui va se passer entre Biden, les Chinois et les Européens au G20 puisse être un premier succès d'une nouvelle coopération. Je vous pose la question parce que certains ont dit que les prises de position très claires de Donald Trump sur le protectionnisme avaient justement permis de créer un lien entre les Européens, de les motiver, de les mobiliser. Est-ce que tout ça ne va pas voler en éclats du moment où Joe Biden finalement entre en fonction? Cette Europe qui a commencé à prendre son destin sur plusieurs dossiers finalement. Oui, c'est vrai, on l'a vu, ça a eu un effet d'unité entre les Européens. Mais il est vrai aussi que dans le monde d'aujourd'hui, avec les défis, avec la Chine, avec les nouvelles technologies, je pense qu'une guerre avec les États-Unis, ça aurait été très compliqué pour nous les Européens. Une guerre sur tous les sujets. Parce que Trump, avait mis tous les sujets sur la table. Il y avait une guerre sur les technologies, sur la taxation, sur le protectionnisme, sur la sécurité. Et franchement, on n'est pas dans une situation dans laquelle on puisse se permettre ça. Donc je suis parmi ceux qui pensent qu'on va perdre peut-être cette poussée de l'extérieur du méchant qui nous aidait à être unis, mais on va gagner quelque chose en termes de capacité de l'Occident d'être plus unis sur des sujets sur lesquels c'est important que ça se passe comme ça. Dernière question, Enrico Letta, il nous reste une trentaine de secondes, mais un mot quand même du Royaume-Uni qui va se retrouver désormais seul face à son destin. Est-ce que vous êtes inquiet de l'évolution de l'avenir, de l'intégrité du Royaume-Uni? On voit l'Écosse notamment qui commence à avoir de nouveau des velléités indépendantistes. Est-ce qu'il va y avoir des dossiers difficiles à gérer pour Boris Johnson dans les prochains mois, les prochaines années finalement? Bon, écoutez, il est clair que ça va être comme ça. Il est clair qu'on a vu hier ce grand pas de l'Irlande, de la République d'Irlande, qui a donné gratuitement et généreusement l'opportunité de l'Erasmus au nord-irlandais. On voit l'Écosse. Moi, j'ai toujours pensé que le Brexit aurait enchaîné une phase disruptive au sein du Royaume-Uni. On va voir, on n'espère pas ça, parce que les Britanniques sont des alliés et doivent rester des alliés fiables. Le grand saut dans l'inconnu à bien des égards. Merci beaucoup Enrico Letta, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business. Merci. Je rappelle, président de l'Institut Jacques Delors, doyen de la Paris School of International Affairs à Sciences Po Paris, et puis bien sûr président du Conseil italien d'avril 2013 à février 2014. Merci beaucoup Enrico Letta d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business.